Dans cette vidéo, nous allons énoncer toute une série de règles de calcul concernant les relations de comparaison sur les suites. Comme toujours avec les règles de calcul, leur énoncé peut paraître rébarbatif, technique et même parfois abstrait. L'idée, ce n'est pas d'apprendre ces énoncés par cœur, mais de les mettre en pratique. C'est pourquoi nous traiterons beaucoup d'exemples dans ce chapitre, afin que ces règles de calcul deviennent naturelles. Nous allons commencer par les règles de calcul concernant les petits O et grands O. Donc nous prenons lambda un réel non nul et phi une extractrice pour pouvoir construire des suites extraites. Première règle, la multiplication par un réel non nul. Si un est un petit O de Vn, alors nous pouvons multiplier soit un, soit Vn, soit éventuellement les deux par lambda et garder cette relation. Lambda un est un petit O de Vn et un est un petit O de lambda Vn. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais dans toute cette vidéo, un et Vn seront deux suites qui ne s'annulent pas, au moins à partir d'un certain rang. Deuxième règle, la somme. Si un est un petit O de Wn et Vn est un petit O de Wn aussi, alors un plus Vn est un petit O de Wn. Ici, attention, le point important, c'est que nous avons la même suite Wn dans les deux petits O. Ensuite, la transitivité. Si un est négligeable devant Vn et que Vn est elle-même négligeable devant Wn, alors un est négligeable devant Wn. Puis nous avons deux résultats concernant le produit. Premier résultat, si un est un petit O de Vn, nous pouvons multiplier à la fois un et Vn par une même suite Wn. Et puis deuxième règle pour le produit, nous pouvons effectuer un produit terme à terme lorsque nous avons deux relations de négligeabilité. Si un est un petit O de Vn et un' est un petit O de Vn', alors nous multiplions membre à membre et nous obtenons un fois un' est un petit O de Vn fois Vn'. Et puis dernière règle, concernant les suites extraites, si un est un petit O de Vn, alors si nous appliquons la même extraction à un et Vn, alors la sous-suite U phi de n est un petit O de V phi de n. Et puis enfin, je ne réécris pas tout, mais tous ces résultats sont les mêmes si nous remplaçons tous les petits O par des grands O. Première remarque, la conséquence du point numéro 1, c'est que nous n'écrirons jamais les constantes multiplicatives dans les petits O. Par exemple, si nous savons que un est un petit O de 2n, eh bien nous n'écrirons pas cela, nous écrirons que c'est un petit O de n, ce qui est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. L'écriture est plus concise. C'est uniquement pour cela que nous n'écrirons pas les constantes multiplicatives. Le premier point nous assure que un petit O de 2n, c'est aussi un petit O de 1/2 fois 2n, donc c'est un petit O de n. Les démonstrations sont ici tout à fait directes, il n'y a qu'à revenir à la définition. Je ne vais donc pas toutes les faire, je ne vais en faire qu'une ou deux. Par exemple, je vais démontrer la transitivité. Donc nous supposons que un est un petit O de Vn, et Vn est elle-même un petit O de Wn. Alors ici, à nouveau, un, Vn, Wn sont trois suites qui ne s'annulent pas, en tout cas au moins à partir d'un certain rang, donc nous ne prendrons pas de précaution lorsque nous diviserons par ces suites. Comme elles ne s'annulent pas, tout va bien fonctionner. Donc, que signifient ces deux petits O? Cela signifie que un sur Vn est une suite qui tend vers 0, et Vn sur Wn est aussi une suite qui tend vers 0. Si nous multiplions ces deux suites, eh bien la suite un sur Wn qui est égale donc à un sur Vn fois Vn sur Wn est donc le produit de deux suites qui tendent vers 0. Elle tend donc vers 0, ce qui signifie exactement que un est bien un petit O de Wn. Je démontre encore le point numéro 6. Si un est un petit O de Vn, à nouveau, cela signifie que un sur Vn tend vers 0, donc toute suite extraite de la suite un sur Vn tend vers 0. Ainsi, nous pouvons en extraire la sous-suite U de phi de n divisé par V phi de n. Alors, c'est pour ça qu'il est indispensable ici d'utiliser la même extractrice pour U et V, puisqu'il s'agit de prendre une seule sous-suite de la suite un sur Vn. Donc U phi de n sur V phi de n. Comme c'est une sous-suite d'une suite qui tend vers 0, elle tend vers 0, ce qui signifie bien exactement que U phi de n est un petit O de V phi de n. Donc je ne détaille pas tous les autres points de cette démonstration. Ils sont absolument faciles et se démontrent exactement de la même manière.
Pour démontrer tous ces points avec un grand O et non pas un petit o, eh bien, il va suffire de reprendre exactement les mêmes démonstrations et de remplacer toutes les tend vers 0, à chaque fois que nous écrivons qu'une suite tend vers 0, eh bien, nous remplaçons cela par est borné. La suite est bornée. Et vous allez voir que cela marche exactement de la même manière. Donc, si je reprends les démonstrations page de gauche, eh bien, je remplace tous mes petits O par des grands O. Je remplace tend vers 0 par est borné. Donc la suite UN sur VN est bornée. La suite VN sur WN est bornée. Et donc, la suite UN sur WN, qui est le produit de deux suites bornées, est bornée aussi, ce qui implique bien que, alors je vais l'écrire un peu mieux quand même, est bornée, ce qui implique bien que UN est un grand O de WN. D'accord ? Donc vous venez de voir qu'il y a une longue liste de règles de calcul autorisées, mais attention, il y a tout de même des opérations que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, 2 opérations sont formellement interdites. Première opération interdite, sommer 2 écritures avec des petits O où on n'a pas la même chose dans les petits O. À ce moment-là, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc si nous avons UN qui est un petit O de VN et UN' qui est un petit O de VN', ce que l'on n'a pas le droit de faire, c'est d'additionner ce qui se trouve dans les petits O. Ceci, ça n'est pas un petit O de Vn plus Vn'. C'est totalement faux. Donc, un exemple, si vous dites que 1 sur n est un petit O de 1, cela est vrai, puisque la suite 1 sur n tend vers 0. Et vous avez aussi 1 sur n qui est un petit O de moins 1, puisque là encore, si vous faites le quotient de 1 sur n et de moins 1, vous obtenez bien une suite qui tend vers 0. Or, 1 sur n plus 1 sur n n'est certainement pas un petit O de 1 moins 1, puisqu'un petit O de 1 moins 1, c'est un petit O de 0, et l'on a dit que, en gros, on n'avait jamais de petit O de 0. En tout cas, la suite 2 sur n n'est pas un petit O de 0, puisque déjà un petit O de 0, cela ne fait pas partie des définitions au programme, et puis en plus, même avec la définition générale, on pourrait montrer que cela est totalement faux. Tout ce que l'on peut dire dans la situation précédente, c'est quelque chose qui, en fait, on peut pas dire grand-chose, en fait. On fait la somme et nous gardons les 2 petits O. Parfois, on peut en supprimer un des 2. Donc on peut reprendre une analogie physique. Si vous avez 2 longueurs, une que vous avez mesurée au centimètre près et l'autre au millimètre près, lorsque vous additionnez ces 2 mesures, eh bien, vous gardez la précision la moins précise. Donc vous obtenez une somme qui n'est valable que au centimètre près. Ici, c'est pareil. Si vous savez que l'un des 2 petits O est plus petit que l'autre, vous allez le supprimer. Vous allez garder le petit O le moins précis. Mais cela n'est pas toujours possible. Alors, un exemple où cela est possible, je peux prendre l'écriture suivante. Si je sais qu'une suite UN est égale, par exemple, à 1 plus 1 sur n plus un petit O de 1 sur n, et que j'ai Vn une suite égale à 2 moins 1 sur n, alors je vais prendre moins 2 sur n plus 1 sur n carré plus un petit O de 1 sur n carré, eh bien, je peux effectuer la somme. Et dans un premier temps, en tout cas, tant qu'on ne sommes pas très habitués, parce qu'après on pourra aller un peu plus vite, mais dans un premier temps, nous allons garder tous les termes du développement de UN, y compris le petit O, plus tous les termes du développement de Vn, y compris aussi le petit O. Maintenant, nous savons que 1 sur n carré est un petit O de 1 sur n, donc ce terme est un petit O de 1 sur n, et cette suite, d'après la transitivité justement, est aussi un petit O de 1 sur n, puisque 1 sur n carré est un petit O de 1 sur n. Donc un petit O d'un petit O de 1 sur n est un petit O de 1 sur n. Donc ces 2 termes, leur somme est un petit O de 1 sur n. Nous avons donc un petit O de 1 sur n plus un autre, et d'après justement les règles de calcul que nous venons de voir, nous pouvons n'en garder qu'un. Et par contre, tous ces termes ici sont significatifs. Ils sont plus grands que le reste en petit O de 1 sur n, donc nous les gardons, nous les additionnons. On obtient 3 moins 1 sur n plus un petit O de 1 sur n. Voici un exemple de manipulation de ces petits O. Autre opération interdite, composer une inégalité avec un petit O, ou un grand O d'ailleurs, par une fonction en le faisant de la manière suivante. Donc en fait, ce qui est faux, c'est de dire que si UN est un petit O de Vn, alors f de UN est un petit O de f de Vn. Cela est faux. Par exemple, regardons
le résultat suivant. Nous savons que lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n carré est un petit taux de 1 sur n. Cela, c'est un résultat de croissance comparée, mais toujours en revenant à la définition, n sur n carré tend vers 0, donc 1 sur n carré divisé par 1 sur n tend vers 0, ce qui provient à cette égalité. Alors, nous allons composer tout ceci par l'exponentielle, par la fonction exponentielle. Il se trouve que exponentielle de 1 sur n carré tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et exponentielle 1 sur n aussi. Donc si nous faisons le quotient de ces deux suites, exponentielle de 1 sur n carré divisé par exponentielle de 1 sur n, nous avons une suite qui tend vers 1. Donc ici, il est évidemment totalement faux de dire que exponentielle de 1 sur n carré est un petit taux de exponentielle 1 sur n. Nous n'avons donc pas pu partir de cette égalité et tout composer par exponentielle, comme cela est précisé ici dans ce résultat faux. Donc attention à cette opération interdite. Passons maintenant aux règles de calcul pour les suites équivalentes. Donc à nouveau, nous introduisons phi une extractrice. Premier résultat, la relation pour deux suites, la relation être équivalente est une relation d'équivalence. Nous l'avons déjà évoqué et nous avons d'ailleurs déjà montré que cette relation était symétrique. Mais elle est aussi donc réflexive et transitive. Deuxième point, dans un petit taux, il est possible de remplacer la suite qui se trouve dans le petit taux par n'importe quelle suite qui lui est équivalente. Donc plus précisément, si UN est un petit taux de Vn et si Vn est équivalente à Wn, alors UN est un petit taux de Wn. Troisième point, si deux suites sont équivalentes, elles ont le même signe à partir d'un certain rang. Quatrième point concernant le produit, si UN est équivalente à Vn et UN' est équivalente à Vn', alors on peut multiplier ces deux relations membre à membre et nous obtenons UN fois UN' équivalente à Vn fois Vn'. Nous pouvons également passer à l'inverse dans une relation d'équivalence. Si UN est équivalente à Vn, alors 1 sur UN est équivalente à 1 sur Vn. Et sixième point, nous pouvons aussi élever une relation d'équivalence à une certaine puissance tant que cette puissance est constante. Donc si petit a est un réel et que UN est strictement positive au moins à partir d'un certain rang, si de plus UN est équivalente à Vn, alors UN puissance A est équivalente à Vn puissance A. Ici, pourquoi supposons-nous que UN est strictement positive? Pour avoir le droit de mettre UN à la puissance A. Si petit a n'est pas un entier, nous savons positif en tout cas, nous savons que UN puissance A n'existe que pour UN strictement positif. Il est inutile de faire la même hypothèse sur Vn, puisque d'après le point numéro 3, si UN est strictement positive à partir d'un certain rang, eh bien ce sera aussi le cas pour Vn. Et dernier point, le même qu'avec les petits O, concernant les suites extraites, si UN est équivalente à Vn, alors la suite U phi de n est équivalente à la sous-suite V phi de n. Pour ce qui est de la démonstration, tous ces points se démontrent de manière très immédiate en revenant à la définition. Donc là encore, je ne vais traiter qu'un ou deux points. Dans le premier point, nous avons déjà démontré la symétrie, la réflexivité est évidente et la transitivité ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que nous avons déjà démontrée pour la relation petit o. Alors nous pouvons, histoire d'en faire une ou deux, démontrer le point petit 2. Donc nous supposons ici que nous avons UN égale à un petit o de Vn et Vn équivalente à Wn. Nous traduisons toutes ces conditions en termes de limites. Cela signifie que UN sur Vn tend vers 0 et Vn sur Wn tend vers 1. D'où, en multipliant les deux suites ici, UN sur Wn, qui est égal à UN sur Vn fois Vn sur Wn, c'est le produit d'une suite qui tend vers 1 par une suite qui tend vers 0, donc cette suite tend vers 0, autant pour moi, ce qui signifie que UN est bien un petit o de Wn. Donc à partir de l'écriture UN égale un petit o de Vn, eh bien nous avons remplacé Vn par une suite qui lui était équivalente, à savoir Wn. Alors ceci c'est très pratique, je fais ici une petite aparté avec un exemple. C'est très pratique pour alléger les écritures. Par exemple, si nous savons que UN est égal, alors je donne un exemple un peu au hasard, à 1 sur n plus un petit o
de 1 sur n plus 1 sur n carré, eh bien ce qui est à l'intérieur du petit o, c'est une somme de deux termes, c'est un peu compliqué. Parmi ces deux termes, nous savons que quand n tend vers plus infini, 1 sur n est plus gros que 1 sur n carré. Et d'ailleurs, 1 sur n carré est un petit o de 1 sur n, ce qui permet d'écrire que 1 sur n plus 1 sur n carré est égal à 1 sur n plus un petit o de 1 sur n. Comme nous avons ici et là la même suite, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que cela implique que 1 sur n plus 1 sur n carré est équivalente à 1 sur n. Alors on aurait aussi pu le démontrer en faisant le quotient. Ce qui signifie que dans notre petit o, cette suite un peu compliquée, eh bien nous allons pouvoir la remplacer par 1 sur n. Donc un est égal à 1 sur n plus un petit o de 1 sur n. Ce qui est nettement plus simple, et ce qui permet d'ailleurs de dire que un est équivalente à 1 sur n, puisqu'à nouveau nous avons une suite égale à 1 sur n plus un petit o d'1 sur n à nouveau. Donc je referme ici la parenthèse, et je vais démontrer un dernier point. Je vais démontrer le troisième point, qui exprime que deux suites équivalentes ont le même signe à partir d'un certain rang. Donc, je vais ici supposer que j'ai une suite un équivalente à une suite Vn. Cela signifie que le quotient un sur Vn tend vers 1. Donc, à partir d'un certain rang, la suite un sur Vn est strictement positive. Et nous avons terminé. Si le quotient de deux réels est strictement positif, eh bien cela signifie que ces deux réels ont le même signe. Alors bien sûr, ici, à nouveau, il est supposé que les suites un et Vn ne s'annulent pas, comme nous le faisons depuis le début. Je vous laisse le soin de démontrer les autres points, qui ne sont pas plus compliqués que ces deux-là, et nous passons là encore à un mot d'avertissement. Avec les équivalents, 3 opérations sont formellement interdites. Première opération interdite, sommer des équivalents. Alors c'est probablement l'une des erreurs les plus fréquentes avec les équivalents. Il faut bien retenir qu'il est interdit de sommer des équivalents. Cela signifie que si vous avez deux relations d'équivalence, un est équivalente à Vn et un' équivalente à Vn', eh bien ceci n'implique pas que un plus un' est équivalente à Vn plus Vn'. On peut en donner un exemple très simple. Vous pouvez considérer les deux suites n plus 1 et n plus 2 qui sont équivalentes puisque leur quotient tend bien sûr vers 1 et moins n qui est équivalente à moins n. Si vous faites la somme de ces deux relations membre à membre, vous obtenez 1 qui n'est clairement pas équivalent à 2 puisque bien sûr leur quotient lui ne tend pas vers 1. Attention, parfois nous sommons des équivalents sous une autre forme que cela, dans une forme un peu cachée. Idest aussi donc, si vous avez une somme de deux termes qui est équivalente à une troisième suite, eh bien vous n'avez pas le droit de faire passer un terme d'un côté ou de l'autre, puisque finalement faire passer Vn à droite, cela revient à soustraire Vn des deux côtés, donc c'est bien une somme d'équivalents. Et nous pouvons prendre à peu près le même exemple qu'au-dessus, n plus 1 est équivalent à n plus 2, mais si je fais passer le n à droite, donc j'enlève n des deux côtés, j'obtiens à nouveau 1 à gauche et 2 à droite, et ces deux termes ne sont pas équivalents. Donc attention, cette manipulation, un plus vn équivalente à wn, et on a envie de faire passer vn à droite, cette manipulation est interdite avec des équivalents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que comme les sommes d'équivalents sont interdites, dès que vous voulez faire des opérations sur des suites qui vont faire intervenir des sommes, eh bien cela ne sert à rien d'utiliser des équivalents. On va au contraire privilégier l'écriture avec un petit o, puisque nous avons vu que lorsque un est équivalente à Vn, cela signifie que un est égal à Vn plus un petit o de Vn. Donc on peut très bien passer une écriture avec un petit o, et avec un petit o, comme nous l'avons vu avant, nous avons le droit de faire des sommes. Donc retenez ça, si vous avez besoin de faire des sommes, utilisez les petits o ou les grands o, mais pas les équivalences. Alors bien sûr, pour l'instant, ça reste encore un peu abstrait peut-être, mais nous allons traiter beaucoup d'exemples de manipulation, et puis j'espère que ces conseils-là vous apparaîtront plus clairs. Deuxième opération interdite, comme pour les petits o, composer des équivalents par une fonction. C'est-à-dire que si vous avez un équivalente à Vn, eh bien cela n'implique pas que f de Vn
est équivalente à f de un. Par exemple, la suite n est bien équivalente à la suite n plus 1, donc ça c'est un exemple qu'on a déjà donné un certain nombre de fois. Mais la suite exponentielle n n'est pas équivalente à la suite exponentielle n plus 1, puisqu'ici, si vous effectuez le quotient de ces deux suites, vous obtenez exactement 1 sur e, qui bien évidemment ne tend pas vers 1 en plus infini. Donc attention à cette deuxième opération interdite. Enfin, troisième interdiction, nous avons vu qu'il est possible d'élever deux suites qui sont équivalentes à une certaine puissance et garder quelque chose d'équivalent, mais ceci n'est possible qu'avec des puissances constantes. Si votre puissance dépend de n, il est interdit de faire cela. Si l'exposant dépend de n, c'est interdit. Donnons un exemple. La suite 1 plus 1 sur n est équivalente à la suite 1, mais nous savons que la suite 1 plus 1 sur n puissance n, c'est un exemple classique que nous avons déjà traité dans l'année, converge vers e. Donc si nous effectuons le quotient 1 plus 1 sur n puissance n divisé par e, nous obtenons une suite qui tend vers 1, et donc 1 plus 1 sur n puissance n est équivalent à e, et ça n'est donc pas équivalent à 1 puissance n, c'est-à-dire 1. Donc attention à cette dernière interdiction. Nous allons maintenant énoncer un théorème qui relie la relation d'équivalence à l'existence de limites. Donc il y aura plusieurs points. Premier point, si nous prenons L un réel non nul, cette hypothèse est indispensable, alors la suite UN tend vers L si et seulement si UN est équivalente à L. Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas pour une limite nulle? Eh bien parce qu'on sait qu'une suite qui tend vers 0 peut très bien ne jamais être nulle, ne jamais s'annuler, et donc cette suite ne pourra pas être équivalente à 0, et à nouveau j'insiste, on n'écrit jamais qu'une suite est équivalente à 0. Donc il y a ce problème d'équivalence à 0 qui se pose lorsque L est égale à 0, mais si L n'est pas nulle, nous aurons bien ce résultat. Deuxième point, lui aussi en plusieurs parties, supposons que nous avons deux suites UN et Vn équivalentes. Premier point important, UN a une limite dans R bar, si et seulement si Vn a une limite aussi. Donc si les deux suites sont équivalentes, dès que l'une des deux a une limite, eh bien la deuxième aussi. En plus, dans le cas où ces suites sont équivalentes et qu'elles ont une limite, nécessairement, ces deux limites sont égales, ce sont les mêmes limites. Alors on peut se poser la question de la réciproque. Réciproquement, si deux suites ont une limite commune, si deux suites tendent vers la même limite, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont équivalentes? Eh bien, le point C répond à cela. En général, non, les deux suites ne sont pas équivalentes. Cela dit, si la limite en question est un réel non nul, alors oui, elles seront équivalentes. Donc il y aura plusieurs cas à distinguer. Les démonstrations, là encore, sont tout à fait immédiates. Par exemple, pour le premier point, UN tend vers L, si et seulement si, UN sur L tend vers 1, puisqu'ici, et c'est là que nous en servons, L est un réel non nul. Donc nous pouvons diviser par petit l et dire qu'une suite tend vers L, eh bien c'est pareil que dire que le quotient UN sur L tend vers 1, et ceci c'est exactement la définition de UN équivalente à L. Donc pour le premier point, vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté. Pour le second, il n'y en a pas vraiment non plus. Pour le point petit a, supposons que UN tende vers une limite petit l avec petit l dans R bar. Alors il suffit d'écrire que Vn est égal à la suite Vn sur UN fois la suite UN. Or ici, le premier terme de ce produit, Vn sur UN, est une suite qui tend vers 1 puisque Vn est équivalente à UN. Et le deuxième terme UN, nous venons de supposer qu'il tend vers petit l. 1 fois petit l, ça n'est pas une forme indéterminée, donc par simple produit, Vn va aussi tendre vers petit l. Bien évidemment, nous avons montré ici que si UN tend vers L, Vn tend vers L, la réciproque se démontre exactement de la même manière, par symétrie de la relation d'équivalence. Nous pouvons remarquer d'ailleurs qu'en démontrant ceci, eh bien nous avons aussi démontré le point petit b, puisque j'ai démontré que si UN avait une limite petit l, Vn avait une limite, mais en plus c'était exactement la même. Donc nous avons aussi, dans ce cas, démontré le point petit b. Pour le point petit c, si UN et Vn tendent toutes les deux vers une limite petit l, avec petit l qui est un réel non nul, eh bien nous allons utiliser le point petit a. Cela signifie que UN est équivalente à L, et Vn aussi, puisqu'elle tend aussi vers L. Donc par transitivité, nous avons bien UN équivalente à Vn. Ça, c'est le premier point. Si par contre,
UN et Vn tendent vers une limite L, avec L qui vaut soit plus ou moins l'infini ou L qui est égal à 0, nous pouvons donner dans tous les cas des exemples où UN et Vn vont être équivalentes et des exemples où elles ne sont pas équivalentes. Et nous pouvons justement reprendre les exemples vus au tout début de la première vidéo de ce chapitre, qui justifient l'utilisation des relations de comparaison. Donc nous pouvons très bien avoir par exemple UN égale à n et Vn égale à exponentielle n. Donc ici UN et Vn tendent toutes les deux vers plus l'infini, elles ont la même limite. Mais nous savons que le quotient UN sur Vn ne tend pas vers 1, donc UN n'est pas équivalente à Vn. Donc il est tout à fait possible d'avoir deux suites qui tendent vers plus infini et qui ne sont pas équivalentes. Nous pouvons faire exactement la même chose avec des suites qui tendent vers 0, évidemment. Il suffit de prendre la suite UN égale 1 sur n, et la suite Vn égale à 1 sur exponentielle n. Les deux sont des suites qui tendent vers 0, mais là encore, elles ne sont pas équivalentes pour la même raison que dans l'exemple précédent. Alors ça, ce sont des exemples où des suites ont la même limite et ne sont pas équivalentes. Pour des exemples de suites qui ont la même limite et qui sont équivalentes, ça n'est pas très compliqué, il suffit de prendre UN égale à Vn par exemple. Les exemples ne manquent pas, ce sont surtout les deux exemples que je viens de donner qui sont plus intéressants. En particulier d'ailleurs, sur ce dernier point, si nous avons une suite UN qui converge, ou pas d'ailleurs, en tout cas une suite qui a une limite, mais peut-être que on a plus tendance à faire l'erreur si la limite petit l est réelle. Si UN tend vers petit l, eh bien nous savons bien sûr que la sous-suite UN plus 1 tend aussi vers petit l. Et évidemment, intuitivement, on a envie de dire que la suite UN et la suite UN plus 1 ont exactement le même comportement, puisque ce sont en fait les mêmes suites avec uniquement un décalage de 1 dans les indices. Donc il est très tentant de dire que UN est équivalente à UN plus 1. Et c'est faux. C'est faux en général. Attention, UN n'est pas équivalente à UN plus 1 en général. Donc évidemment, il y a des suites pour lesquelles vous aurez cette équivalence, mais il y en a aussi d'autres pour lesquelles vous n'avez pas l'équivalence. Un exemple classique, c'est l'exemple de toutes les suites géométriques de raisons différentes de 1. Par exemple, si je prends la suite UN égale à 1/2 puissance n, cette suite UN tend vers 0, donc UN plus 1 aussi. Mais pourtant, si vous calculez le quotient UN plus 1 sur UN, eh bien il est égal à la raison de votre suite, c'est-à-dire 1/2, ce qui bien sûr ne tend pas vers 1. Donc la suite UN plus 1 n'est pas équivalente à la suite UN. Donc attention à ceci. C'est une erreur très fréquente qu'il est facile de faire, donc souvenez-vous que en général, UN n'est pas équivalente à UN plus 1. Cette dernière remarque me donne justement envie d'ouvrir une parenthèse. Nous allons traiter l'exemple de la fonction UN égale, de la suite UN égale log de n, et nous allons montrer que pour elle, nous avons bien UN équivalente à UN plus 1. Mais ça n'est pas si direct à montrer, même si ça n'est pas très, très compliqué. Il faut absolument que vous sachiez le redémontrer. Dire que log de n plus 1 est équivalente à log de n, c'est un résultat que vous aurez souvent besoin d'utiliser. Donc ici, si nous cherchons à calculer UN plus 1 sur UN, eh bien cela est égal à log de n plus 1 sur log de n. Et l'idée, c'est très souvent la même avec le logarithme. Il suffit de mettre n en facteur dans le log du numérateur, ce qui nous donne logarithme de n plus logarithme de 1 plus 1 sur n. Le tout divisé par log de n. Et nous décomposons cette fraction en deux morceaux. D'un côté, nous avons 1, plus log de 1 plus 1 sur n, le tout sur log de n. Et nous avons fini, puisqu'évidemment 1 tend vers 1. Dans cette fraction, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers l'infini. Donc nous avons bien une suite qui tend vers 1. Donc nous pouvons conclure log de n plus 1 est équivalent à log de n. Donc c'est un calcul ici de limite qui est particulièrement classique avec le logarithme et il faut bien le retenir. Alors nous pouvons nous poser la question suivante, quand est-ce que nous allons utiliser petit o ou un symbole équivalent ? Je ne suis pas en train ici de répondre à la question à quoi ça sert ces choses-là. Nous allons en voir de nombreux exemples plus tard, un peu dans cette vidéo d'ailleurs, et aussi tout au long du chapitre. Mais lorsque nous avons besoin d'utiliser une relation de comparaison, doit-on plutôt utiliser un petit o ou utiliser un symbole équivalent ? La question se pose vraiment puisque nous avons vu que lorsque UN est équivalente à Vn, eh bien cela est équivalent à dire que UN est égal à Vn plus un petit o de Vn. Donc ces deux écritures sont les mêmes. Nous pouvons passer de l'une à l'autre.
Alors laquelle des deux utiliser? Eh bien nous avons déjà un premier élément de réponse avec les propriétés, les règles de calcul que nous avons déjà données. S'il y a des sommes à effectuer dans les expressions de UN ou de VN, nous en traiterons beaucoup d'exemples, hein, donc cela va se clarifier, mais s'il y a des sommes, on utilise plutôt petit o. S'il n'y a que des produits, des inverses, des puissances, donc s'il n'y a, nous allons dire que des produits, quotients et des puissances. À ce moment-là, il vaut mieux favoriser l'équivalence qui va se manipuler plus aisément. Et par contre, on n'utilise jamais les deux à la fois. Donc ça ne répond pas vraiment à la question précédente, mais c'est un point important. On n'utilise jamais les deux. Donc une écriture du style UN équivalente à VN plus un petit o de WN vous pénalisera. Est-ce qu'on peut lui donner un sens? Oui, on peut toujours donner un sens à ça, mais c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Quel est le principe même de l'équivalent? C'est de partir d'une suite UN qui est peut-être compliquée et d'en donner un équivalent plus simple. Ici, lorsque vous avez VN plus un petit o de quelque chose, eh bien il faut se décider. Probablement que le petit o, qui est quelque chose de négligeable, est beaucoup plus petit que VN, auquel cas cela ne sert à rien de le garder. D'ailleurs, de manière générale, lorsque vous avez une suite qui est équivalente à une somme de deux autres suites, eh bien c'est une écriture que nous allons chercher à éviter. Là encore, ça n'est pas forcément faux, mais cela n'est pas très utile. Si jamais vous avez cette somme VN plus WN, eh bien c'est à vous de décider quel est le terme des deux qui est le plus grand, et on ne va garder que lui. Alors évidemment, je raisonne sur le fait que la suite que j'étudie c'est UN, qui est peut-être elle une somme, mais quand je veux donner un équivalent simple de UN, je ne donne jamais une somme. Par exemple, si j'ai la somme suivante, et qu'on vous dit, voilà, ça c'est la suite UN, donnez-en un équivalent simple. Eh bien vous pouvez, il n'est pas faux, de dire que cette suite est équivalente à 1 sur n plus 1 sur n carré. Ça n'est pas faux, mais vous n'avez fait que la moitié du travail. Finalement, on ne garde qu'un terme, on ne garde que le plus gros terme. On ne garde que 1 sur n. C'est cette écriture qui nous intéresse. Nous gardons le terme le plus simple possible. Donc on ne mélange jamais un petit o avec un équivalent, et on va même encore plus loin. Dans les écritures avec des équivalents, s'il y a des sommes, eh bien elles ne doivent apparaître que d'un côté, dans le côté de la suite que l'on étudie, qui est peut-être compliqué, et lorsqu'on vous demande un équivalent simple, eh bien elle ne doit contenir qu'un seul terme. Pour terminer, nous allons démontrer les formules qui apparaissent dans le formulaire qui vous a été distribué en début d'année. Donc, la première partie de ce formulaire concerne les croissances comparées. Alors là, il n'y a rien à montrer, nous connaissons déjà les résultats, il s'agit plutôt de réécrire, en utilisant un petit o, des limites que nous connaissons déjà. Par exemple, pour la première ligne, nous avons déjà démontré au tout début de l'année que si nous avons deux réels alpha et bêta avec alpha strictement plus petit que bêta, alors n puissance alpha sur n puissance bêta tend vers 0 quand n tend vers plus infini. C'est un résultat que nous avons démontré. En termes de petit o, cela s'écrit n puissance alpha égale un petit o de n puissance bêta. Les 4 lignes qui suivent, là aussi, ce sont des limites déjà connues. Nous savons à chaque fois que le membre de gauche divisé par le membre du petit o, eh bien cela tend vers 0, et nous le réécrivons avec un petit o. La seconde partie du formulaire, par contre, est tout à fait nouvelle. Il va y avoir un grand nombre de formules à démontrer. Cela dit, elles se démontrent presque toutes de la même manière. Alors déjà, vous voyez qu'il y a deux colonnes, une colonne avec des équivalents et une colonne où on a écrit les choses avec un petit o. Dans la grosse majorité des cas, nous allons passer de l'une à l'autre avec ce que j'ai rappelé tout à l'heure. UN est égal à VN plus un petit o de VN, et bien cela est équivalent à UN équivalente à VN. Donc, c'est exactement ce qui est utilisé ici dans la première ligne. C'est exactement ce qui est utilisé dans cette ligne-là, et je vous laisse faire un peu le tri de toutes les lignes où cela est utile. Il y a quelques lignes, par exemple la seconde, la deuxième ligne, où c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, il y a une étape. Par exemple pour la deuxième ligne, si nous partons de la colonne équivalent,
exponentielle un moins 1 est équivalente à un, cela revient à dire que exponentielle un moins 1 est égal à un plus un petit o de un. Or, nous avons vu dans les règles de manipulation du petit o que nous pouvons faire des sommes, donc nous pouvons très bien additionner un des deux côtés. Et nous obtenons maintenant ce qui se trouve dans la colonne de droite. Donc les lignes qui n'utilisent pas l'écriture en bleu foncé vont se démontrer avec la partie en bleu clair. Donc c'est le cas ici, c'est le cas ici. Là encore, je vous laisse faire le tri, mais vous voyez que pour passer de la colonne équivalent à la colonne écriture avec un petit o, eh bien ce n'est que l'une de ces deux méthodes. Nous allons donc uniquement démontrer les résultats qui se trouvent dans la colonne de gauche, dans la colonne équivalent, puisque nous venons de voir comment en tirer ceux de la colonne de droite. Quasiment toutes les lignes vont se démontrer de la même manière, sauf ces trois lignes-là. Pour démontrer toutes les autres lignes, nous allons utiliser le résultat suivant. Si f est une fonction dérivable en 0, eh bien le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 tend vers f' de 0 lorsque x tend vers 0. Donc ceci c'est un résultat de fonction, or ici nous devons démontrer des résultats sur des limites de suite. Donc l'idée c'est de composer cette limite en utilisant une suite un qui tend vers 0. Donc si un est une suite qui tend vers 0, toujours avec f dérivable en 0, nous avons donc f de un moins f de 0 divisé par un tend vers f' de 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, c'est un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Si nous rajoutons encore une hypothèse, si f' de 0 n'est pas nul, eh bien nous savons qu'une suite qui tend vers une limite réelle non nulle est équivalente à cette limite. Nous pouvons donc écrire que le taux d'accroissement est équivalent à sa limite. Or, comme nous avons le droit de multiplier des équivalents, nous en déduisons que f de un moins f de 0 est équivalente à un fois f' de 0. Et c'est ce résultat que nous allons utiliser pour démontrer quasiment toutes les lignes de la colonne de gauche, la colonne qui concerne les équivalents. Il suffira à chaque fois de choisir la bonne fonction f. Par exemple, pour la toute première ligne, si nous posons f la fonction de moins 1 plus infini à valeur dans R qui à x associe log de 1 plus x, eh bien cette fonction est dérivable sur tout son ensemble de définitions, et en particulier elle est dérivable en 0, et f' de 0 c'est bien égal à 1. Donc f' de x est égal à 1 sur 1 plus x, donc f' de 0 est égal à 1. En particulier f' de 0 n'est pas nul. Donc nous pouvons directement écrire que log de 1 plus un moins f de 0, mais qui ici vaut 0, est équivalente à f' de 0 fois un, c'est-à-dire 1 fois un, et nous retrouvons exactement la première ligne. Donc nous pouvons aussi démontrer de la même manière, par exemple, la deuxième ligne. Il suffit cette fois-ci de prendre f égale à la fonction exponentielle. L'exponentielle est dérivable en 0, sa dérivée en 0 est égale à 1, qui n'est pas nulle, donc exponentielle de un moins exponentielle de 0, est équivalente à la dérivée, c'est-à-dire en 0, donc 1, fois un, et nous obtenons la deuxième ligne. Donc toutes les lignes vont se démontrer comme ceci, sauf celles qui sont mentionnées en rouge, ainsi d'ailleurs que la ligne qui se trouve juste avant celle mentionnée en rouge, mais elles vont en fait ensemble. Donc maintenant nous allons nous occuper de ces trois formules désignées en rouge qui vont être un peu plus compliquées à démontrer. Alors commençons par dire que les lignes désignées par un point rouge sont tout à fait évidentes, il s'agit d'une simple limite. Pour le cosinus, nous savons que si un tend vers 0, cosinus de un tend vers 1. Comme 1 n'est pas nul, eh bien directement la suite cosinus de un est équivalente à sa limite. Pareil pour arc cosinus, puisque arc cosinus tend vers pi sur 2 en 0, et pareil pour ch qui tend vers 1 en 0. Donc ces trois lignes avec un point sont tout à fait immédiates. Mais elles sont trop immédiates, elles ne donnent pas beaucoup de renseignements. C'est pour ça qu'elles sont assorties directement derrière d'une ligne marquée ici par un crochet rouge qui va enrichir la ligne que nous venons d'étudier avec un point. Donc c'est peut-être un peu plus clair si nous regardons ce qui se passe dans la colonne d'écriture avec un petit o. Nous avons par exemple pour le cosinus
cette première écriture qui ne traduit que le fait que cosinus tend vers 1 en 0, et la deuxième écriture qui, elle, est beaucoup plus précise, car nous développons cosinus de un avec un terme supplémentaire. Au lieu de dire qu'il est uniquement égal à 1 plus un petit o de 1, nous donnons une approximation bien plus précise. Cosinus un est égal à 1 moins un carré sur 2 plus un petit o de un carré. Donc la nouvelle erreur ici dans cette deuxième ligne est beaucoup plus petite que l'erreur en petit o de 1 sur la première ligne. Donc c'est une écriture beaucoup plus précise, et nous retrouvons exactement le même phénomène pour les deux lignes concernant arccosinus et les deux lignes concernant CH. Commençons par la ligne concernant arccosinus qui est plus simple que les autres. Il suffit en effet de se souvenir d'un résultat que nous avons démontré dans le chapitre Les fonctions usuelles. La somme des fonctions arccosinus et arcsinus est toujours égale à pi sur 2. Donc à partir de là, il suffit de remarquer que arccosinus de un moins pi sur 2 est égal à moins arcsinus de un. Or arcsinus de un est développé dans le tableau. Dans le formulaire, nous savons que moins arcsinus de un est équivalente à moins un. Donc nous avons démontré le résultat pour arccosinus. Pour cosinus, nous allons utiliser une formule de trigonométrie. Pour cosinus, nous allons utiliser la formule cos de x égale 1 moins 2 sinus carré x. Et nous allons appliquer ceci pour x égale un sur 2. Donc cosinus de un est égal à 1 moins 2 fois sinus carré de un sur 2. Alors c'est là que nous allons avoir un premier exemple de manipulation de calcul avec des petits o, qui va être intéressant, puisqu'ici nous allons commencer par écrire sinus un sur 2 avec un petit o grâce à la seconde formule de notre formulaire, la seconde colonne de notre formulaire. Sinus de un sur 2, eh bien cela est égal à un sur 2 plus un petit o de un sur 2. Et tout cela, nous allons devoir le mettre au carré. Donc, développons ce carré. Nous allons avoir un sur 2 au carré, donc un au carré sur 4. Nous allons avoir le petit o au carré, donc un petit o de un sur 2 fois un petit o de un sur 2. Et ensuite, nous avons le double produit, donc plus un fois un petit o de un sur 2. Alors, première étape que j'aurais déjà pu d'ailleurs utiliser juste avant, nous avons vu dans nos règles de calcul qu'il ne servait à rien de garder des constantes multiplicatives dans les petits o. Donc d'ailleurs, je ne vais pas réécrire toute la ligne, mais nous pouvons supprimer les 1,5 dans tous nos petits o et garder uniquement des petits o de un. Ensuite, nous savons également qu'un petit o fois un petit o, cela est égal au petit o du produit de ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, je me rends compte, ma phrase n'est peut-être pas très claire. Petit rappel dans un encart ici, un petit o de Vn fois un petit o de Wn, nous avons vu que c'est un petit o de Vn fois Wn. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce produit des deux petits o ici, c'est petit o de un carré. Et puis, autre rappel, nous avons vu aussi que un fois un petit o de un, nous pouvons faire rentrer le un à l'intérieur. Cela fait partie des règles de calcul avec les petits o. Ce qui nous donne encore un petit o de un carré. Alors quand on a deux fois le même petit o, ça ne sert à rien. On dit deux fois que notre précision est en un carré, c'est redondant. On ne le garde qu'une seule fois. Et nous avons terminé. Nous pouvons supprimer nos parenthèses. Il nous reste 1 moins un carré sur 2, plus un petit o de un carré, puisque à une constante multiplicative près, le petit o qui est là est le même que le terme qui est ici. Nous allons pouvoir conclure avec un équivalent. J'écris, alors d'abord une étape qu'il ne faut pas oublier, je passe mon moins 1 de ce côté-là, et j'ai donc une suite qui est égale à un terme, plus un petit o de ce même terme. Alors c'est pas exactement le même terme, mais à nouveau, comme il y a uniquement une constante multiplicative, dans le petit o, c'est comme si c'était la même chose. Nous avons ici un carré et un carré. Donc, cosinus de un moins 1 est bien équivalente à moins un carré sur 2. Alors je ne détaille pas la démonstration de la ligne concernant la fonction ch, la fonction cosinus hyperbolique. Il s'agit de faire exactement la même chose en utilisant
la même formule de trigo qui, avec les fonctions hyperboliques, va s'écrire avec un plus au lieu d'un moins. Mais vous pouvez faire le même calcul, vous allez uniquement changer votre moins en plus et trouver la bonne formule. La dernière formule au programme qui n'apparaît pas dans le formulaire, c'est la formule dite de Stirling, qui donne un équivalent de la suite factorielle n. Donc la suite factorielle n est équivalente à racine de 2nπ fois n sur e puissance n. Alors c'est une formule qui est très jolie, très impressionnante, puisqu'elle mélange des éléments très géométriques comme pi, avec des éléments très analytiques comme e, et très algébriques comme la racine. On voit là vraiment un peu de tout. Cela dit, la démonstration de cette formule n'est pas au programme, nous sommes censés la voir mais vous n'êtes pas censés la connaître par cœur, heureusement car elle est extrêmement longue, et nous vous la donnerons à faire en DM. Dans un DM, donc, vous démontrerez la formule de Stirling en utilisant les intégrales dites de Wallis. C'est une formule qu'il est bon de connaître culturellement, qui a un intérêt historique. Maintenant, je ne vous cache pas que vous n'aurez pas très souvent à l'utiliser dans les exercices de prépa. Cela peut arriver, mais très souvent, lorsque vous allez manipuler des suites avec des factoriels n, il y aura d'autres moyens d'étudier ces suites que d'utiliser la formule de Stirling. Mais elle est officiellement au programme, donc vous devez en connaître son énoncé.